Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Dijon, 5e édition de ce salon régional des industriels de Bourgogne-Franche-Comté au Parc des Expositions de Dijon. Et jusqu'à ce soir, j'accueille sur ce plateau les acteurs de l'industrie pour évoquer avec eux les grands enjeux qui les concernent. Alors on parle d'environnement, on parle d'emploi, de formation, on parle évidemment aussi beaucoup d'innovation, d'intelligence artificielle et de cyber. Et quand on parle de ces sujets-là, il y en a un qui arrive assez vite sur le bureau, et en tout cas dont il faut se préoccuper, c'est celui de la cybersécurité. Merci d'être avec nous, Olivier Sirug. Bonjour à tous. Bonjour, Merci. vous êtes ingénieur cyberdéfense au pôle formation de l'UIMM Bourgogne, Côte d'Or, Saône-et-Loire. L'UIMM, donc l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Alors, architecte en cybersécurité, c'est votre mission au sein de l'UIMM. Ça sert à quoi, un architecte en cybersécurité? C'est très simple. Moi je travaille au sein de la DSI et je rends des comptes à notre direction et mes missions sont donc dans un premier temps de garantir la sécurité du système d'information, aussi bien sur la partie système et réseau, la gestion des incidents de De l'UIMM. sécurité et de nos adhérents aussi, ce qu'on propose, Ouais. la politique de sécurité des systèmes d'information, la gestion des vulnérabilités, la correction des vulnérabilités, des tests d'intrusion parfois sur la partie IT/OT, et puis c'est déjà intéressant. Ce sont des missions que vous effectuez donc en interne, mais aussi au bénéfice de vos adhérents. Oui, tout C'est à fait. important de préciser que vous avez un rôle de sensibilisation, d'information et éventuellement de prestation auprès des adhérents. Oui, tout à fait. Voilà, c'est des services, déjà dans un premier temps qu'on applique chez nous, mais également qu'on propose à nos adhérents. Le point de départ de notre échange aujourd'hui, c'est la notion d'usine connectée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connecte ces machines, où on est dans un réseau et connecté à Internet, on prend le risque de s'exposer à des cyberattaques qui peuvent toucher le fonctionnement même des machines. C'est bien ça le sujet. Oui, tout à fait. En fait, comment? Les systèmes industriels, aujourd'hui, voilà, ils ont un ensemble de connexions, que ce soit par leurs différentes composantes, qui aujourd'hui, en fait, d'un point de vue d'un attaquant, c'est plus seulement en fait un second vecteur d'attaque, mais ça fait partie en fait de leur stratégie, de leur mode opératoire, de leur cible en fait. Tout simplement. On risque quoi concrètement quand on gère une usine connectée? Déjà dans un premier temps, les industriels, voilà, ce qu'ils ont en tête, c'est un arrêt de production ou une perturbation de leur capacité à produire. C'est leur mode de fonctionnement nominal qui est perturbé. Ça peut être des secrets industriels qui sont volés, et ça peut être un attaquant qui se positionne dans le système pendant plusieurs mois, voire parfois pendant plusieurs années, et qui pour l'attaquant, voilà, représente une opportunité en fait stratégique. Comment l'attaquant, le cyberattaquant, entre-t-il dans le système? Ça dépend. Ça peut être par le biais du système IT classique. Ça peut être par des fois des systèmes industriels qui sont exposés. Aujourd'hui, voilà, on a des systèmes où on a des actionneurs, des SCADA, de la supervision, des MES, des ERP, des services cloud qui sont exposés, qui sont en lien. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus un mythe en fait sur le fait de la latéralisation en fait des attaques sur ces environnements industriels en fait. C'est plus une hypothèse puisqu'en fait, il y a des incidents qui se produisent sur lesquels les systèmes industriels sont impactés. Alors, on connaît tous l'entrée classique par un virus reçu par mail. Ça peut concerner tous les collaborateurs d'une entreprise, effectivement. Les cyberpirates sont aujourd'hui capables d'entrer dans l'entreprise par d'autres canaux, par d'autres moyens, face auxquels on a les moyens de se protéger. Bien sûr. En fait, il suffit juste de mettre en tout cas les bons moyens au bon endroit, que ce soit sur la partie IT ou OT. Et aujourd'hui, faire la distinction entre les deux, c'est pas toujours pertinent, puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est important de mettre en place une stratégie sur quels sont les process de notre entreprise, quels sont les systèmes d'information, quel est les éléments du système d'information qui sont derrière, et qu'est-ce qu'on doit faire en fait justement pour ces éléments. Ça peut être mettre en place des firewalls, ça peut être segmenter le réseau, ça peut être appliquer des modèles comme des modèles de perdu, ça peut être suivre des guides de l'ANSSI, ça peut être plein de choses. Et en fait, c'est vraiment du cas par cas en fait. Il faut être pragmatique. Ça, c'est des compétences qu'on va aller chercher quand on est une PMI, qu'on va aller chercher chez vous, à l'UMM, dans des bureaux d'études, chez des spécialistes du sujet. On a nécessité de partager cette problématique avec des experts. Bien sûr, en fait, justement, voilà, moi, ce que je rappelle des fois, c'est que
que ce soit dans notre territoire local, régional ou national. En fait, on a plein d'experts, on a des gens qui sont compétents, que ce soit sur la partie industrielle, sur des parties de détection, sur des capacités à répondre à des incidents. Et en fait, il faut utiliser ces ressources. On a l'ANSSI qui produisent des choses vraiment très très bien, et on a aussi en fait des entreprises multinationales en fait externes du territoire européen avec qui on travaille et qui ont des très bonnes solutions. En fait, il faut les utiliser ces solutions. On a des exemples concrets d'intrusion, d'attaques dans des entreprises ou des organisations qui sont allées toucher, affecter les outils de production, les machines, les équipements. Moi, il y a un exemple récent qui m'a marqué un petit peu. Ça se passe en Norvège. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était en avril 2025. Donc, ça concerne un barrage. Et en fait, donc, il y avait un de leurs systèmes qui était plus ou moins exposé, plus ou moins vulnérable. Et en fait, donc, la conséquence directe pour ce barrage, c'est qu'en fait, les attaquants, ils ont pris le contrôle en fait des valves justement qui font baisser le niveau de l'eau. Et donc, il y a eu un petit arrêt, une reprise par rapport à ça. Mais en fait, l'impact derrière, c'est que un attaquant s'est introduit sur un système qui gère le système hydraulique d'un barrage. On a d'autres exemples en fait en France. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est une demande de rançon, a priori, de la part du pirate? Pas forcément. En fait, ça peut être surtout, par exemple, des fois un positionnement géopolitique. Ça dépend du groupe, ça dépend de la volonté de l'attaquant. Mais c'est de se dire, on a vu votre système industriel qui était exposé, on a vu une faille, on a pu l'exploiter et regardez, on est en capacité de prendre le contrôle. De votre barrage. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc on est face à un risque qui est effectivement un risque de rançonnage, mais ça peut être aussi un risque terroriste, par exemple, tout simplement. Ça peut être le cas, et puis dans tous les cas, ça peut être un risque de dysfonctionnement, d'arrêt ou simplement de collecte d'informations. En fait, on a des attaquants, alors ça dépend des entités, mais qui se positionnent dans des systèmes d'information pendant de longs mois, pendant lesquels ils vont être passifs et ils vont collecter des informations, soit pour les revendre, soit pour d'autres groupes d'attaquants qui vont faire d'autres types d'attaques. Et aujourd'hui, voilà, c'est une menace réelle. On a des exemples d'entreprises qui ont été atteintes en France ou en Europe récemment dans leur outil de production? Dans leur outil de production, alors il y a plusieurs entreprises en Allemagne. Il y a une entreprise qui produit l'électricité, alors j'ai plus son nom, par contre donc elle travaille dans le système éolien. Et donc en fait, l'attaquant, voilà, ils ont réussi à se propager, à latéraliser en fait dans leur environnement industriel qui gère justement ces systèmes éoliens. Il y a eu donc une perte de la supervision de la part des équipes IT/OT, donc ils n'avaient plus la main sur la supervision sur les données de leur système de production. Ils sont volontairement coupés des accès pour éviter la propagation. Il n'y a pas eu de perte, ou en tout cas, il n'y a pas eu d'arrêt de la production d'électricité. Par contre, il y a eu une intrusion qui était réelle, oui, dans ces systèmes industriels. On a toujours la possibilité, on est bien d'accord, en cas d'intrusion dans l'outil de production, de tout arrêter, de tout débrancher, j'allais dire, avant qu'il ne se produise une catastrophe. C'est la différence avec l'intrusion dans une base de données. C'est la solution ultime, finalement, face à une attaque. En fait, non. Un industriel, aujourd'hui, il ne va pas arrêter son système de production, ou en tout cas, c'est très rare en fait, d'en arriver à là. Tout simplement parce que voilà, son travail, c'est de produire. Il a un attendu client, un attendu sur ses capacités justement, voilà, à rentabiliser son matériel. Et en fait, sur des grandes industries, c'est tout de suite en fait, des millions d'euros, des sommes folles en fait, en cas d'arrêt de production. Ce n'est pas la solution idéale. Par contre, voilà, il y a des solutions aujourd'hui où on peut justement isoler certains périphériques, segmenter certaines choses qui sont plus ou moins importantes. Et justement, en fait, on a des modèles réseau aujourd'hui qui nous permettent voilà, de limiter et de nous donner des capacités de répondre, en fait, justement sur l'isolation. Comment doit-on réagir en cas d'attaque de son système de production, de la prise de contrôle sur une machine? Est-ce qu'on a un guide, un mode d'emploi finalement de la réaction à avoir? Alors, déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de comment agir méthodiquement. Par exemple, si un système est en train de se faire chiffrer, on a déjà eu des cas où en fait les personnes, par exemple, débranchaient électriquement les systèmes. Et en fait, pour le coup, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, puisque déjà de 1, si il y a un problème durant le process de chiffrement et qu'en fait le chiffrement s'effectue mais mal, en fait le système il va être chiffré mais pas déchiffrable ni par l'attaquant ni par l'utilisateur. Débrancher les périphériques réseau, bon d'accord, mais déjà voilà, il y a des contacts à avoir. Que ça soit le CCIRT, donc c'est le centre de réponse à incidents de la région. Donc ça, c'est un numéro de téléphone qu'on peut appeler effectivement, qui est
géré par l'ARNIA, l'Agence Mhm. régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, Voilà, qui est tout un à fait. système c'est les pompiers, quoi. C'est le Ah, SOS. Voilà, justement, en fait, eux, c'est les pompiers, et en fait, donc, ils sont acteurs, donc, bon, régional, mais également, voilà, sur tout le territoire français, et en fait, ils sont en lien avec des acteurs. Donc, en fonction de si on a une entreprise publique ou privée, en fait, ils vont nous mettre en lien avec des équipes qui vont nous accompagner ou nous aider à répondre à l'incident, en fait, tout simplement. Euh, voilà, après. Ça, c'est le bon réflexe à avoir déjà. Ouais. Appeler au secours. Voilà, puis, Voilà. Et puis ne rien faire dans un premier temps. En tout cas, en fait, c'est pas prendre. les choses qui paraissent a priori les plus intuitives ne sont pas forcément les bonnes. En fait, voilà, et des fois dans des mouvements de panique, en fait, on fait des actions qui ne sont pas forcément logiques et cohérentes, et en fait qui vont plus nuire en fait à la capacité de maintien du système d'information en état de fonctionnement, plus que de réduire l'attaque finalement ou la propagation de l'attaque. Ça nécessite un plan, une préparation. Enfin, on se prépare à ça comme on se prépare à un incendie dans son entreprise, par exemple. Bien sûr. Mais alors, déjà, ce qui est important de préciser, c'est qu'honnêtement, aujourd'hui, on a plus de chances d'avoir un incident cyber qu'un risque d'incendie. Ouais. Pour se préparer à ça, en fait, il y a Oui, des choses. c'est assez affolant, hein, le nombre d'attaques cyber chez nous. Ouais. Bien sûr. Donc l'objectif, c'est que voilà, on peut mettre en place donc une politique de sécurité du système d'information et des plans, en fait, tout simplement. Donc ça peut passer donc par des analyses de risque et qui mènent voilà à des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité. Et l'objectif derrière, c'est de te dire voilà, mon système d'information, donc il est cartographié, il est composé donc de ces différents éléments. Pour mon entreprise, ces éléments sont primordiaux pour tel processus. Qu'est-ce que je mets en place si on a un problème sur cet élément? Est-ce que je peux fonctionner en mode dégradé? Est-ce que je peux le tester? Est-ce qu'on a des sauvegardes? Est-ce qu'elles sont testées? Est-ce qu'elles sont isolées? Est-ce qu'on applique des référentiels? Et pour ça, en fait, aujourd'hui, c'est pas un mystère, hein, c'est des processus, c'est des procédures qui sont écrits, qui reposent sur des normes, tout simplement. Alors on anticipe effectivement, autant que faire se peut, une attaque et ses conséquences. Le mieux est de prévenir les choses. Qu'est-ce qu'une PMI peut très concrètement faire pour protéger ses systèmes et notamment ses systèmes de production? En fait, une entreprise, en fait, dans un premier temps, c'est important d'avoir un point. Alors, soit ça peut commencer par un audit, soit ça peut commencer par justement les DSI. En fait, moi je suis convaincu que le fait que tous nos collègues DSI, en fait, ils sont loin d'être très compétents, ils connaissent la plupart du temps des vulnérabilités, des choses qui ne sont pas forcément fiables, et ils n'ont pas toujours les moyens, le temps, les ressources humaines ou les compétences techniques, en fait. Et ils savent. Mais ils savent, en fait, tout simplement. Ce qui est important, c'est que ça peut commencer par donc un audit, ça peut être identifier les process justement métiers qu'il y a derrière. Ça peut être identifier les normes qui sont importantes et justement les attendues, que ce soit sur de la cartographie de flux, de la gestion de vulnérabilité, de la segmentation sur les serveurs, que ce soit de la redondance sur des systèmes de sauvegarde, que ce soit sur des modèles d'architecture réseau qui répondent à des normes, en fait, à des bases. Ça peut être des systèmes de mots de passe, ça peut être des EDR pour de la détection d'attaques ou de virus. Enfin, en fait, il faut mettre le bon moyen en fonction du cas précis, en fait. Les clients n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, un client en fait va pas forcément avoir le même intérêt en lui disant d'accord, il faut absolument qu'on déploie des EDR. Pour autant, s'ils ont plein de services qui sont exposés et que tout est disponible, on a beau avoir plein d'EDR sur des systèmes et il y a des parties qui sont pas connues de la cartographie, ça va pas forcément avoir l'intérêt. EDR, vous nous rappelez le Endpoint Detection and Response. Et le principe, donc, c'est globalement, c'est un antivirus qui ne se base pas sur, qui se base plutôt sur les actions, sur les capacités d'un malware, justement sur les actions qu'il peut faire, basé vraiment sur des events dans un premier temps. En fait, ce qu'il faut se dire par rapport à ça, c'est qu'un antivirus classique aujourd'hui ne sert plus à grand chose. C'est un fait depuis très longtemps. Hein. Ils n'ont plus les mêmes capacités de détection, en fait, tout simplement. Donc l'audit, le diagnostic, l'examen de la situation, bien identifier ses faiblesses, et puis ensuite les solutions techniques, elles existent, on peut les implémenter à un coût raisonnable. Aujourd'hui, on peut se protéger efficacement. C'est votre message, c'est votre conviction? Ma conviction, c'est que on a la chance, donc sur notre territoire, on a plein d'experts. Les industriels, ils sont parfaitement conscients que leur système d'information IT OT est essentiel en fait pour leur mode de fonctionnement. Et nous, en fait, donc en tant que partenaire en fait de ces industriels, en tant que membre de cluster, ce qu'on apporte comme service, c'est de se dire voilà, on a les mêmes problématiques que vous, on travaille dans des DSI, on a les mêmes solutions en fait à apporter. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, en tant que dirigeant d'entreprise, je peux donner l'opportunité justement à mon service IT, à mes équipes industrielles, de se poser, de leur dire, ok, bah où on est notre système d'information, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour
maîtriser ce risque cyber, en fait, tout simplement. C'est une opportunité. Vous avez le sentiment que les chefs d'entreprise, les dirigeants, je ne parle pas des responsables informatiques, mais les dirigeants d'entreprise sont aujourd'hui sensibles à ce sujet. On en parle quand même beaucoup, Bien sûr. Mais il prend des dimensions et une superficie toujours plus grande. En fait, il y a un peu les deux cas. Il y a des entreprises où en fait la politique de sécurité en fait cyber, elle fait partie vraiment donc dès l'arrivée de l'utilisateur d'un utilisateur par le process RH, et la direction en fait elle est sensibilisée, et il y en a d'autres où elles appliquent des règles d'hygiène informatique basiques, et parfois c'est suffisant, parfois ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'en fait l'ANSSI par exemple, en fait ils ont une volonté ou même à travers des salons comme celui-ci, c'est de propager en fait justement l'importance en fait des actions en cyber, et même s'il n'y a pas d'intérêt économique, de gain économique à réaliser ce genre d'action, c'est surtout en fait une opportunité de se dire on maîtrise, ou en tout cas on est en capacité de réduire ou de diminuer notre risque cyber. On a des plans qui nous permettent de restaurer nos systèmes, on connaît nos vulnérabilités, notre système d'information, et on a des plans sur les prochaines années sur comment le faire évoluer, comment justement réduire ces risques. Donc c'est une opportunité. Une opportunité, une acculturation aussi donc qui est nécessaire, je l'ai bien compris, avec quand même un enjeu économique, c'est-à-dire que aujourd'hui on a des entreprises, des donneurs d'ordre qui demandent à leurs fournisseurs de présenter des dispositifs garantissant que les données ou leur capacité de production sera maintenue. Il y a un enjeu économique aussi. Tout à fait, il y a un enjeu économique aussi, puisque ces systèmes industriels, par exemple, quand on investit sur une ligne de production ou différents modules, c'est des coûts qui sont amortis sur plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, un arrêt de production ou une perturbation de la production, ou parfois des fois une falsification du processus de production, en fait, ça entraîne des coûts économiques très importants, que ce soit pour le remaniement du système, que ce soit pour la production des éléments qui n'ont pas répondu en fait aux attentes de leurs clients, qui ne sont pas exploitables par le fournisseur. Et en fait, après, il y a un coût qui est énorme, en fait, qui sont par les équipes IT, les équipes OT, qui vont justement, en fait, vont devoir reprendre ces process, reanalyser les différents éléments, quels sont les éléments vulnérables, comment on peut faire pour faire évoluer ces systèmes. Et tout ça, en fait, c'est du temps et c'est surtout beaucoup d'argent. Ça représente beaucoup d'investissement, en fait. Donc, on a tout intérêt à le faire avant. De quelle manière l'UIMM, vous-même donc, et l'UIMM, accompagnez les entreprises aujourd'hui sur ces questions? Aujourd'hui, en fait, on se positionne en fait dans un premier temps soit sur une première analyse de risque, donc c'est une analyse de risque et bio-CRM, soit sur des microservices si les entreprises ont déjà une idée de ce qu'elles veulent. Moi, je vais m'appuyer peut-être plutôt sur la partie analyse de risque. Le principe, c'est qu'on fait un point en fait avec la direction, la DSI, l'entreprise, sur justement ces points, sur définir quels sont leurs process qui sont importants, quels sont les biens des systèmes informatiques qui reposent derrière, les risques associés. Et donc, ça peut mener donc, à des cartographies, les vulnérabilités qui sont derrière, les chemins d'attaque qui peuvent nuire en fait, directement, qui peuvent impacter ces process industriels. Et donc, tout ça, ça se base donc, sur des normes, sur des référentiels. Et ça permet d'aboutir après, plus tard, à une feuille de route, 6 mois, 12 mois, 1 an, plus, ça dépend. Et du coup, en fait, nous, notre aspect, il est également après, cette feuille de route, c'est bien. Ils en ont peut-être déjà. Et du coup, nous, on se positionne sur le fait de les accompagner à mettre en place des solutions, du renforcement, des technologies, différentes choses, que ce soit nous ou par nos partenaires. Vos partenaires, on peut peut-être dire avec qui vous travaillez aujourd'hui. Il y a un écosystème expert dans la région, il faut le valoriser. Écoutez, on travaille avec le cluster Robotics Valley, on travaille également avec l'usinerie Partners qui est à côté. On a volonté aujourd'hui à travailler également avec le CCIRT, l'Arnia, qui sont juste à côté à Dijon. On a des acteurs qui sont très très bien aujourd'hui. Alors on n'a pas forcément d'échange, mais ça peut arriver, que ce soit Orange Cyberdéfense, que ce soit Exanet aussi, peut-être plus du côté de Lyon. Dans tous les cas, c'est des acteurs en fait aujourd'hui qui sont incontournables, qui sont très compétents, et on a tout intérêt à travailler ensemble. Le message que vous adressez aux chefs d'entreprise présents sur ce salon et qui nous suivent en live ou en différé sur ce plateau, c'est par pitié, occupez-vous de cette question-là très vite. Alors, par pitié, peut-être pas, mais surtout, en fait, vous avez la chance, vous avez des personnes qui sont compétentes dans les systèmes d'information. Et en fait, donnez-leur l'opportunité, justement, d'avoir du temps, un petit peu de budget et de l'énergie pour se dire où en est mon système d'information et est-ce que tu as besoin de ressources, peut-être pour corriger des vulnérabilités, pour mettre en place des process. C'est une chance, en fait, parce que la plupart du temps, c'est des personnes qui sont compétentes, qui ont beaucoup de travail, qui ont de l'énergie plus ou moins en fonction de leur bande passante. Et il faut leur donner l'opportunité, justement, de travailler avec ces acteurs, en fait, tout simplement.
pour protéger ses données, bien sûr, ça c'est ses systèmes informatiques, mais aussi son outil de production. On l'a bien compris, puisque maintenant, avec ces machines connectées, ces usines connectées, eh bien, la piraterie peut attaquer y compris la production d'une entreprise. Merci beaucoup, Olivier Surrugue, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ingénieur cyberdéfense au pôle formation de l'UIMM Bourgogne, donc Côte d'Or, Saône-et-Loire. Merci de nous avoir suivis et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.